Bonsoir. Longtemps critiqué et accusé parfois même de faire le jeu du pouvoir, devant son impossible unité, l'opposition camerounaise a-t-elle finalement compris qu'il est nécessaire de faire bloc devant la présidentielle du 7 octobre qui s'annonce? Maurice Kamto l'a compris, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce la formation d'une coalition des partis de l'opposition autour de sa candidature. Des démarches ont été entreprises à cet effet depuis le début de l'année courante. La liste des alliés sera donc rendue publique au lendemain, c'est-à-dire le 8 août prochain, c'est-à-dire la date arrêtée par le Conseil et les CAM pour publier la liste des partants pour l'élection du 7 octobre. Kamto à la présidentielle, municipale et législative pour les autres, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Comme toi, la présidentielle, législative et municipale pour les autres, c'est le fait du jour. Madame, Monsieur, pour en parler, je suis avec Maître Emmanuel Pincy. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. J'espère que je serai à la hauteur des attentes et en tout temps de cause, je vais être très serein face à, j'allais dire, un juriste comme moi, un confrère, un jeune confrère face à moi et je serai correct mais ferme. Ok. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Et ancien avocat du barreau de Paris. Je suis du barreau de Paris et je suis venu m'installer au Cameroun et je plaide toujours en France. Plusieurs années, peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années avant lui. Ok. Sylvain Tchokoga, bonsoir. Merci, bonsoir Serge Alain Retour, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est avec un plaisir que nous prenons part à ce débat ce soir parce que le sujet à l'ordre du jour a fait l'objet d'une discussion sur notre plateforme et nous avons à un moment donné pensé que pour appeler, pour rester dans la logique du changement ou dans la logique de l'alternance, il fallait véritablement que l'opposition soit organisée. Ouais, vous avez dit tantôt que plateforme, vous êtes le président de la plateforme À nous le Cameroun. À nous le Cameroun, effectivement, c'est en ma qualité de président d'À nous le Cameroun que je participe à ce débat ce soir. Ok. À côté de vous, un visage connu, Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Otto. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent encore ce soir. Bonsoir à l'éminent avocat, Maître Pincy. Bonsoir à mon compagnonniste de gauche. Et j'espère que nous serons à la hauteur des sujets que vous nous avez proposés aujourd'hui. Voilà, vous êtes journaliste. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à fait. Je reste avec vous. Kamto annonce sa coalition. Écoutez, ça circulait déjà dans les chaumières depuis un certain moment. En tout cas, pour nous, les journalistes, nous avons eu vent de cette tentative de former une coalition de la part du président du MRC. Une coalition qui, certainement, ne va pas fédérer tous les grands partis du Cameroun. Quand je dis grands partis du Cameroun, ce sont les partis qui ont une représentation parlementaire, le SDF, l'UNDP, qui est déjà allié du RDPC, l'UPC et le FSNC, et les autres partis qui forment cette représentation parlementaire. Mais parmi les partis qu'il a rencontrés, il y a le social-démocratique. Bien sûr, il faut... Il a rencontré le secrétaire général du SDF et Joshua aussi. Bien sûr, il a rencontré. Ce sont des démarches qui sont entamées depuis au moins 6 mois aujourd'hui. Oui, il parle du 9 janvier. Voilà, qui n'ont pas été jusqu'aujourd'hui concluantes. Et il ne nous a pas dit si la démarche qu'il a entamée auprès de ces partis a été concluante. Il n'a pas dit. Mais maintenant, il présente une sorte de coalition qui sera mise sur pied pour parer à toute éventualité face aux candidats du RDPC. Et vous savez qu'avant cette déclaration, il y a eu plusieurs tentatives de coalition de l'opposition qui n'ont pas germé, qui n'ont pas prospéré. Et aujourd'hui, M. Kamto, dont le parti a moins de 3 ans d'existence, veut déjà fédérer autour de lui tous ces partis de l'opposition afin de former une coalition contre le RDPC. Pour moi, c'est une idée magnifique. Mais est-ce qu'il a... Un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans, oui, mais pas 4 ans. Oui. Pas 4 ans. Mais est-ce qu'il a la légitimité... Non, ils sont au Parlement. Ils sont entrés en 2013. Oui, bien sûr. Je veux dire que est-ce que M. Kamto a la légitimité politique de rassembler derrière lui
les mastodontes politiques qui existent déjà depuis au moins une vingtaine d'années. On a souvent dit que lorsque l'opposition veut se regrouper, veut se coaliser veut former une coalition, il y a souvent eu cette couverture qui est tirée par le Social Democratic Front qui estime que c'est eux qui ont la légitimité naturelle pour tirer le reste de l'opposition. Est-ce que M. Kamtodon est représentatif politiquement pour amener avec lui, pour embarquer avec lui et le SDF et tous les autres partis qui existent avant, depuis le MRC? Ça, c'est déjà une autre question, mais vous savez que pour coaliser une opposition, il y a d'autres particularismes. D'abord, les replis politiques, les égoïsmes politiques qui existent dans certains partis. Le MRC est un jeune parti, le SDF ne voudra pas se faire commander par le MRC, c'est évident. L'UPC, qui est un parti historique qui existe depuis 1948, ne voudra pas se faire piloter, par exemple, par le MRC. Donc, je crois qu'il y a ces indicateurs-là qui font que, pour moi, si l'idée est une bonne idée, elle sera techniquement difficile à mettre sur pied. Mais je pense que pour battre le candidat Biya, il faut bien évidemment une coalition de l'opposition pour se présenter le 7 octobre 2018. Maître Pensy, au-delà, Jean Sémé parle de la jeunesse, de la formation politique. Est-ce qu'au-delà de la jeunesse, il n'y a pas l'homme, le président Kamto? Kamto représente quoi au point de vue concret, politiquement? Il faut le dire. Un député qui ne connaissait même pas, transfuge du SDF, ancien maire de Douala. Soblazar, vous parlez de Soblazar. Soblazar. Troisième. Il ne le connaissait même pas. Il ne s'était jamais vu. Donc, et au niveau des députés, je crois, c'est lui. Et au niveau des conseillers municipaux, je crois qu'il n'en a pas 16. Il en a peut-être 15 sur presque 10 900. Donc, si vous faites ça par rapport à ce qui se passe concrètement au niveau du terrain, vous voyez qu'il ne représente pas grand-chose. Seulement, c'est vrai qu'il y a quelques licenciés en droit, ces étudiants, ces élèves qui font beaucoup de bruit et qui l'aiment. Et qu'ils ont une stratégie, surtout au niveau du Facebook. Mais Facebook et les réseaux sociaux, ça ne fait pas ce qui se passe au niveau de la réalité. Et je peux vous dire ici, puisque, bien qu'il soit mon adversaire politique, mais c'est un ami, Joshua aussi, qui est le candidat du SDF, n'acceptera jamais. Le SDF, c'est le principal parti de l'opposition. Leader naturel même de cette depuis les années 80. Donc c'est vous à l'échec? Non, il va faire une coalition sans le SDF. Avec certains partis. Il y a 240 partis ou 312 partis au Cameroun. Bon, il va prendre quelques 312 qui, pour beaucoup d'entre eux, ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique lors de leur assemblée générale. Et à ce moment-là, ça ne fait pas grand-chose. Donc, politiquement parlant, quand il le dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va être avant en parole, il va vous dire, bon, je ferai une coalition. Lui, il va être président de la République et les autres, ils vont prendre les municipales et les législatives comme si c'est lui qui distribuait les cartes. Je crois que c'est des vœux qui sont absolument pieux. Je veux bien, hein, bon, on ne parlera pas de lui, c'est quelqu'un qui est un spécialiste du droit administratif, mais ça ne veut pas dire que ça fait de lui un leader politique. Pour l'instant, je veux dire que ce sont des déclarations qui sont cosmétiques, publicitaires, et on verra d'ici le 8 octobre qui sera derrière lui. Pour l'instant, je voulais encore voir qui prennent même Akere Mouna, je ne suis pas très sûr. Là, il a justement rencontré... il a rencontré tout le monde. Vous savez, il rencontre tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous avez signé un pacte avec lui. Ça ne veut absolument rien dire. Et je ne vois pas... il a rencontré aussi Joshua. Oui, Joshua aussi. Avant qu'il ne soit investi. Il a déclaré à tout le monde, et ça c'est une évidence, que si on fait même de la politique, comment peut-on oser aller demander au SDF d'être derrière un parti qui représente un député et 15 conseillers municipaux alors que vous avez un groupe parlementaire. Okay. Non, ça ne fait pas très sérieux. Sylvain Tchokoga, c'est comme ça qu'on devrait percevoir la chose en termes de poids politique, ou bien c'est l'homme Kamto qu'on devrait suivre? Au-delà de prendre la chose, parce que commencer à analyser ça sur la logique du poids politique ou sur la logique de l'homme. Nous voulons dire que l'opposition, avec Kamto y compris, s'est mal prise pour l'élection du 7 octobre parce que aujourd'hui il est venu annoncer une sorte de coalition qui sera dévoilée le 8 octobre. Il me semble que c'est un peu du le 8 août. Il me semble que c'est un peu du banditisme politique.
politique, parce que si l'opposition était structurellement organisée, je pense que ce serait beaucoup plus avant. La preuve, ils auront sur le terrain c'est que Georges Semi a annoncé tout à l'heure, une question qui renvoie à ce que il ne peut avoir une coalition autour de Maurice Kamto, parce que nous sommes dans un système où le code électoral, pour le moment l'élection est à un tour, une coalition telle que Maurice Kamto veut nous présenter cela aujourd'hui est non et non avenue dans le chéquier politique, parce que l'opposition aurait pu s'organiser, se structurer pour déployer des stratégies de l'alternance. Mais ceci n'est pas le cas. Alors, dit que le 8 août, il y a une probable coalition qui ferait de Kamto le leader, qui peut être le représentant de la force alternative. Je pense que c'est tout, c'est faux. C'est faux parce que l'heure du saupoudrage est terminée en fonction des enjeux, en fonction de la réplique sur le terrain politique. Et nous pensons que ce qui se dit du jour comme de nuit sur ces coalitions-là, il faut que les Camerounais le savent, c'est que ceux qui ont aujourd'hui l'ambition de pouvoir organiser cette opposition, hier, faisait croire que l'opposition n'existait pas et que l'opposition a des problèmes. Et si aujourd'hui, eux se prononcent ou se présentent comme les messies, cela pose un véritable problème. Et si nous rentrons dans l'élaboration de façon organisée de l'opposition camerounaise, nous allons voir que le SDF va s'opposer systématiquement à cela. L'ego qui se trouve aujourd'hui dans la classe de l'opposition fait de telle enseigne que on n'a pas une opposition stable, on n'a pas une opposition qui a une certaine vision, une vision qui est une véritable force de l'alternance. Oui. Et ceci pose un problème du cafouillage politique, ceci pose un problème du banditisme politique. À la limite, on avance les slogans pour plaire et que du jour au lendemain, Maître Pensy le disait, je vous renvoie à l'élection municipale, l'autre à l'élection législative, et moi je vais à la présidentielle. Ça, je pense que c'est un peu du jeu, et il est difficile que cela passe aujourd'hui, ce genre de discours. Justement, Georges Semi, c'est ça qui risque de faire capoter les choses, le fait que il est convoqué, il appelle à cette coalition, et se présente comme le candidat pour la présidentielle, et les autres pour les municipales et législatives. J'emploierai pas la terminologie banditisme politique pour qualifier la démarche de M. Kamto, mais je pense quand même que c'est assez prétentieux pour lui d'appeler quand même aux autres. Est-ce que de facto, il sera le candidat je vais me garder de lire dans une boule de cristal. Ce serait vraiment prématuré pour moi de dire s'il sera la tête de proue de cette coalition ou pas. Mais je crois qu'il a eu l'idée de la poser sur la table. Il a effectué des démarches pour cela depuis janvier, mais il ne nous a pas dit où en est-on avec ces démarches-là. Bon, peut-être dans les prochains jours, il nous dira si les plus grands partis du Cameroun, ceux qui représentent véritablement une force politique, ont adhéré à sa proposition. Mais je ne pense pas du tout, comme l'a dit Maître Pensy, cet énorme politique qu'on a aujourd'hui. Hier c'était Frundi, aujourd'hui c'est Joshorchi. On a je vais enlever les partis qui sont coalisés avec le RDPC, mais il y a d'autres partis qui représentent quand même des forces politiques importantes dans l'échiquier politique camerounais. Est-ce que ces partis viendront se rallier à M. Kamto? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de prétention politique qui est non seulement pas du tout objective, mais impromptue en l'état actuel du niveau politique de notre pays. Je fais partie de ceux qui pensent quand même que le SDF reste la première formation d'opposition de ce pays, quels qu'en soient les aléas depuis 1990 qui l'ont frappé. Oui. On note quand même également que le MRC se manifeste par une certaine montée en puissance du fait du travail de SAP qui est effectué sur le terrain par M. Kamto. Mais cela ne lui donne pas du tout cette légitimité politique de rassembler autour de lui les partis les plus anciens et qui ont une certaine assise parlementaire mieux que celle du MRC. L'idée est bonne, mais elle devrait encore être mûrie, pas forcément pour que c'est M. Kamto qui soit le leader de cette opposition. On peut s'asseoir autour d'une table et dire, par exemple, que voilà l'idée qui a germé,
désignons la personne qui sera à même de faire face au candidat du RDPC. Mais sur le timing politique, il est bon parce que les démarches ont été engagées depuis janvier. Maintenant, sur la légitimité politique du MRC à coaliser derrière les autres partis, je crois que ça, c'est un autre débat. Maître Pensy, 2018, c'est un peu trop tôt. Maurice Kamto pouvait penser à ça en 2025, le temps de faire du chemin. Ce n'est pas le jour du vote, comme commence à faire les pourparlers, les coalitions. Même si c'était 6 mois avant. Je tiens à rappeler que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que si on regarde les candidats qui sont en place, au niveau, j'allais dire, des diplômes académiques, il semblerait que ce soit Kamto qui soit celui qui a les diplômes le plus élevés. Et encore que à l'époque du président Paul Biya, les diplômes qu'il a eus, je peux le rappeler ici, il a quand même fait Sciences Po, il a un 3e cycle de droit, il a fait la forme, l'école qui était l'ancêtre de l'ENA d'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui ENA Paris. ENA Paris, c'est l'ancêtre. Et comme les Mesmer, il y a des personnalités énormes de la France qui ont fait cela. Et donc, au point de vue, et en plus son cursus politique, depuis un tel nombre d'années, fait quand même énormément de diplômes. Mais on peut dire qu'au point de vue de la connaissance politique, c'est quelqu'un qui est déjà très loin par rapport à eux. Cela dit en passant, on a vu également, par le passé, Jean-Jacques Ekindi, polytechnicien de Paris, ingénieur des mines, aller dans une réunion avec John Fundi et tout le monde. On se souvient, il y a une vingtaine d'années, pour déclarer qu'il faut qu'on passe au vote avec les dames Dioya. Par ailleurs, docteur en droit, et l'ancien ministre de l'Éducation nationale, pour dire qu'il faut passer au vote. Pour que lui et qui n'avait presque pas de... Peut-être il avait 2 ou 3 militants, puissent qu'on le vote parce qu'il serait le plus intelligent. Donc c'est ça d'ailleurs, c'est quand il parle de prétention. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il existe d'ailleurs des oiseaux dans les basses cours. Le koba qui veut être le pan, qui veut être plus grand et qui croit qu'il dépasse l'éléphant. Ça c'est la grenouille qui veut se prendre pour un bœuf. Et là, ça va éclater dans les jours qui suivent. Bon, je parlais des démarches entreprises depuis janvier 2018, les rencontres depuis le 9. Il prétend avoir rencontré Akeremouna, Maître Akeremouna, le secrétaire général du Social Democratic Front, Joshua aussi, le CPP, le Orange, le PURS, des syndicats, des personnalités. Mais il y a surtout un passage. Il dit « J'ai convenu d'un rendez-vous avec le jeune leader de 11 millions que j'ai attendu tout un après-midi jusqu'en début de soirée. Mais il n'est pas venu à notre rendez-vous. Il n'a donné aucune suite jusqu'à ce jour. » Ça me permet d'introduire Bombok Bengan. Bonsoir Bombok. Bonsoir. Mais je ne suis pas le porte-parole de... Non, je vais poser ma question. Est-ce que là, vous sentez une certaine condescendance vis-à-vis de Cabral Libye? Je pense et un peu de paternalisme également. Oui. Donc, je vais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs. C'est pas mon habitude d'être en retard. C'est les aléas. Vous l'en pardonnez. Tout à fait, d'accord. Non, je pense que d'abord, que ce soit les premiers cités. La démarche, chacun a sa tactique et ses stratégies, mais ne me semble pas appropriée. Bon, pour le cas précis, pour aller directement à votre question, moi je pense que le professeur Kamto, sur ce point de vue, est resté figé dans ce qui était jusqu'à avril de cette année. Parce que je me souviens quand même que ce mouvement avait répondu. Je pense qu'en fin avril, oui. Et ils avaient d'ailleurs entrepris des démarches avec le professeur Fogué, Dr Ndomché et bien d'autres, pour convenir d'un rendez-vous, effectivement. Parce que le premier, Cabral Libye n'a pas pu honorer parce que son papa avait un problème dans la famille. Non, parce qu'il avait clairement dit que son papa a été victime d'un AVC. Pratiquement la veille, il s'est excusé auprès des interlocuteurs, donc les proches du professeur Kamto avec qui il préparait ses rencontres de cet travail. Et il a demandé, parce qu'il a cité professeur Fogué, docteur Ndomché, pour s'excuser, pour rendez-vous, s'excuser auprès du professeur Kamto et de convenir d'un autre rendez-vous. Donc, d'avril à août pratiquement, il n'y a plus eu un autre rendez-vous. Donc, revenir à une situation avant avril me semble quand même inapproprié. Inapproprié dans le sens où on voudrait faire une coalition. Ça veut dire qu'en fait, on veut tendre la main et on exclut au même moment. Donc, ça ne me semble pas une démarche appropriée. Encore que le professeur Kamto
on se rappelle qu'en 92, il a travaillé pour la coalition qui a porté John Frundi comme candidat de l'Union pour le changement. Donc, il sait très bien comment la démarche avait été entreprise à l'époque. D'abord, ça commence par le bas, ce n'est pas le sommet. C'est pas le sommet. Et en plus, pour parler de 11 millions, ils avaient déjà donné leur orientation, c'est-à-dire comment associer les non-militants dans le choix des candidats. Et les primaires. Oui, dans les primaires. Oui. Bon, et eux aussi disent que jusqu'aujourd'hui, bon, ils n'ont jamais reçu. Comment ça se passe chez les autres. Mais pour le cas précis, non, tout ça, la démarche professeur Camteau voudrait peut-être aller dans le sens de Maître Pincy. Et c'est quelqu'un qui dit, bon, je suis là, venez me joindre. Je vais voir, je vais apprécier comment, dans quelle situation, comment je vais vous intégrer dans la dynamique que j'ai définie préalablement. Donc, dans des démarches politiques, il me semble que ce n'est pas approprié. Voilà, Sylvain Tchokoga, vous voyez là le refus, la main tendue, à part de Cabral, la main tendue du professeur Maurice Camteau. Cabral refuse la main tendue de Camteau. Dit que Cabral a refusé la main tendue de Maurice Camteau, je ne pense pas. Tout en mettant la réserve sur l'analyse que je vais faire, j'ai simplement envie de dire que pour avoir suivi Cabral dans l'analyse de sa stratégie politique, il savait qu'il est revenu sur les statistiques des scores de tous les leaders politiques qui étaient bien avant de 90 en 2011. Et à la conclusion, c'est que la vérité, c'est que quand vous appelez Cabral, Camteau veut donner des leçons quand il appelle Cabral, parce qu'il faut aussi comprendre que au-delà de l'excuse que Cabral a présentée, il y a que c'est un leader et le jeu politique voudrait que chacun apprenne à comprendre l'autre. Et Cabral aujourd'hui... Donc ce n'est pas un rapport professeur-élève? Non, il ne peut pas s'agir de ça, c'est fini. Oui. Et c'est donc cela qui a fait que... Quel est le camp qui refuse d'admettre ça? Le camp qui refuse d'admettre ça, effectivement, c'est le camp Camteau. Simplement, il faut constater avec l'annonce de sa coalition qui... quand il arrive au moment où on convoque le corps électoral, ça veut dire que même si c'est en janvier qu'il a entrepris les démarches, les négociations, les rencontres, beaucoup l'ont fait avant lui, beaucoup sont sur le terrain et qui essaient de bâtir une sorte de coalition, une organisation de l'opposition. Mais une fois en janvier, il se positionne comme celui qui peut amener l'opposition vers le sommet. J'ai envie de dire que c'est un peu du saupoudrage. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons de la coalition, et quand vous évoquez Cabral, dans le fond, fondamentalement, ne se situe plus au niveau de la coalition. Parce que quelles sont les forces de la coalition de l'opposition aujourd'hui? Quelles sont les faiblesses d'une probable coalition aujourd'hui face à une opposition non structurée, non organisée et qui n'a pas véritablement de vision politique à long terme? Parce que c'est dans toutes ces questions-là que vous allez bien comprendre que la réalité, en fait, c'est que comme Cabral Libye, qui a pris le recul du militantisme universitaire et même à la limite de la société civile, a bien fait d'analyser la situation politique actuelle et qui ne projette aucun candidat de ceux qui se permettent aujourd'hui de s'arroger le titre de leader de la coalition de l'opposition. C'est impossible. Il faut simplement dire que l'opposition a à revoir ses choix tactiques, ses stratégies politiques pour effectivement aller vers une structuration durable. Okay. Alors, on a vu régulièrement le SDF se réclamer être le leader. C'est vrai qu'avec des éléments politiques, on peut tout de suite leur attribuer ce rôle-là, ce poste-là. Mais à côté de ça, à côté de cela aussi, ils doivent comprendre que l'air du temps, parce que au moment où nous parlons, il ne faut pas oublier de prendre en compte la régénération politique qui s'inscrit dans l'air du temps. Donc, celui qui peut aujourd'hui donner ou bien fédérer les esprits ou bien faire l'unanimité
de la classe de l'opposition et même de la société civile. Mais les sénateurs ont prouvé quand même que le SDF c'est le deuxième parti. C'est dans le contexte. C'est qui? C'est aussi facile, c'est le candidat de l'univers. Je le dis en toute... C'est votre avis? Non, oui, c'est mon avis. Ça, si on veut structurer l'opposition, il faut éviter, il faut sortir de l'ego. Il faut que les gens sortent de leur étau, leur costume de que je suis sur le terrain depuis 1990. J'ai 18 députés à l'Assemblée nationale. Oui, mais en 36 ans, vous n'avez pas pu constituer un rapport de force. Et alors aujourd'hui, comment donner des leçons à cette jeunesse qui n'attend de voir qu'il y ait une force alternative. Bon, je reviens à vous. Kamto dit qu'il va présenter ses alliés au lendemain du 8 août. Oui, on attend de voir. Et voilà. Pour lui, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce je suis président? On va trouver des postes pour vous, on va vous trouver des éléments pour législatives, c'est ce que ça veut dire? Absolument, ça veut dire d'abord... De facto, il est déjà le candidat unique de cette coalition? C'est cette image qu'il laisse. C'est ce que ça veut dire? Oui, c'est ce que ça veut dire. Parce que pour que les téléspectateurs nous comprennent bien, ça veut dire qu'il vient vous dire, après les entraînements, le coach m'a choisi comme meilleur tireur de pénalty. Donc s'il y a un pénalty, qui est au terrain, ne discutez pas, c'est moi le tireur. Voilà, c'est ça que veut dire. Donc en fait, les 11 joueurs sur le terrain vont attendre. Quand il y a un penalty, bon, ils vont le dire mort. C'est pas une bonne dynamique, de toutes les manières. Et ça aurait pu, oui, ça aurait pu, parce que moi je prends toujours ce travail qu'il a, j'allais dire, fondamentalement mené en 1992. C'était des associations, c'est-à-dire qu'on voyait, même lorsque les partis se retrouvent à la tripartite de 91 et que l'opposition est, j'allais dire, désorganisée, c'est les Kamto, c'est les Célestin Monga, c'est les Mongo Betty qui essaient d'abord de maintenir la société civile d'abord. Et c'est peut-être pour cette raison que moi je pourrais, j'allais dire, tirer un coup de chapeau à leur mouvement. C'est-à-dire que il y a de 92 à aujourd'hui un désintérêt de la population, de la politique. C'est-à-dire on disait mais on vote même pour faire quoi? On vote même. Et 11 millions, il faut le reconnaître, à mobiliser, à redonner vie là où les partis politiques n'ont pas les objectifs n'ont pas été atteints à un moment. N'ont pas été atteints, oui, mais au moins il a mobilisé. Oui, comme vous le dites. Il a mobilisé. C'est-à-dire que le citoyen camerounais a commencé à revenir, j'allais dire même à la citoyenneté, à l'esprit citoyen. Là, on était dans une phase d'un carrefour. Le gars vous dit aux urnes citoyens. Parce qu'on commençait à dire, mais vous n'avez pas pu, quel chemin prendre? Il a dit, pas d'insurrection, pas de lutte armée, aux urnes citoyens. Donc, c'est une démarche que si le professeur Kamto avait continué la dynamique de 92, je pense qu'il aurait déjà commencé. C'est savait que, bon, telle association, je ne sais pas, peut-être avec les syndicats, tel syndicat déjà rallié, telle chose, mais c'est pas bon. Il s'est dit, le coach m'a choisi comme tireur de pénalty, ne bougez pas, ne discutez plus de pénalty avec moi. Un des éléments qui crée la confusion entre 11 millions et le MRC, c'est l'organisation des primaires. Les modalités d'organisation, parce que 11 millions dit ceci, les modalités d'organisation des primaires, l'opposition, ou constitution d'une liste unique de scrutateurs de l'opposition. Que ces discussions se fassent dans un climat respectueux et sans condescendance. Justement. Ils le disent. Oui, donc il y a toujours ce petit problème-là. Oui, parce que le reproche qu'on faisait à ce groupe de jeunes, c'était que qui constitue le corps électoral. Il a dit d'accord. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans les réseaux sociaux qu'on va. Il a dit, venons donc. Venons. Nous pouvons dire par exemple que ceux qui vont constituer le corps électoral doivent nous montrer au préalable leur carte d'électeur, s'ils n'en ont pas, au moins les récépissés. Un peu comme donc on sélectionne ensemble, voilà. Un peu comme ça s'est passé en France, les 22 et 29. Premier tour, 29 janvier pour le second tour, les primaires socialistes en France. Justement. Et tout le monde, il fallait être inscrit sur une liste électorale pour voter. Et là, ça permettait même
à l'opposition camerounaise et à cette coalition qui allait prendre corps de commencer à juger la température des élections. Vous avez vu, même lorsque le Parti socialiste faisait, chaque parti, vous avez vu l'effervescence qu'il y avait. Donc, là, les citoyens allaient là s'engager dans une dynamique, j'allais dire, de constitution d'un corps électoral pour renverser ce que leur adversaire commun. Mais malheureusement, personne ne lui a apporté, j'allais dire, des aménagements ou alors les amendements dans ce que lui, il pensait être la bonne voie. Maître Pensy, les primaires de l'opposition auraient été plus crédibles pour inquiéter le RDPC, le candidat du RDPC? Vous comprenez que je me réjouis de voir l'opposition totalement désemparée au vu de la totalité des analyses. Et je dois vous dire également que les primaires du Parti socialiste en France ont tué le Parti socialiste. C'est parce que... Oui, mais les gens se battaient entre eux. Le Parti socialiste est parti de 300 députés. Je crois qu'ils n'en ont... Pourquoi ils ont fait un mauvais choix en portant Bernard Armand oui, parce qu'il y a des candidats du... Il est de l'extrême gauche. Il se rapproche de l'extrême gauche. Vous comprenez? Si ça avait été Valls, le résultat aurait été différent. Si on met dans la poche. Oui. Ce que je voulais dire par rapport à Maurice Kamto, dont je ne veux pas parler d'ici, comme socialiste du droit administratif, reconnu. Mais il se prend, parce que Mbok vient de le dire tout de suite. Il a dit qu'il y a un coach. Je crois que le coach ici, c'est Dieu. Le coach, c'est Dieu, pour qui tire le pénalty, et en même temps, il se prend pour Jésus-Christ. Parce que c'est lui, c'est moi le Messie. C'est moi qui vais gagner. Vous tous, vous venez autour de moi. Mais il représente quoi au point de vue politique? Mis à part le marketing. Que fait, avec beaucoup de brio, ces anciens étudiants qui sont licenciés en droit pour la plupart? Parce que si vous voyez, il n'y a que les avocats autour de lui, etc., qui font même des mauvaises procédures. Parce que la procédure qu'il a engagée contre... Non, mais laissez-moi dire. La procédure... Non, mais je parle. Ça, c'est un argument. Non, mais vous ne pouvez pas me couper. La procédure qu'il engage en disant que c'est le terrorisme sur des actes qui consistent à des t-shirts qu'on donne pour faire la transhumance politique, et que ces personnes-là refusent. Ils peuvent même déchirer, brûler les t-shirts. Parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle d'abord le meuble. En fait, de meuble possession de titre. Il y a eu transfert de propriété. Donc, il ne peut pas engager une procédure pour terrorisme devant une juridiction qui est incompétente. Donc, en tant que juriste même, il y a un problème qui se pose sur le droit processuel, la manière de le faire. Donc, je voudrais dire qu'il n'est pas le Messie, ni ici, ni ailleurs. Et je voudrais le dire ici. Il ne peut pas, à partir du moment où Cabral Ibi, qui est jeune, mais il y a d'autres qui ont été ministres à 30 ans, a fait, à mon avis, une percée au point de vue médiatique en ayant trouvé les 30 millions de francs très difficilement. Maintenant qu'il les trouve et qu'il fait un effet colossal en allant partout, vous n'allez pas lui dire, jeune homme, quand vous avez été mon étudiant, venez derrière moi. Cabral va refuser de le faire. Donc il faudrait qu'à partir du moment où ils sont tous candidats, qu'il apporte plus de considération à d'autres, parce qu'ils sont tous candidats à la présidence ayant trouvé l'argent pour pouvoir le faire. Je crois que c'est cette manière de vouloir traiter ceux qui sont comme lui, candidat à la présidence de la République, et qui sont en train de compétir avec lui. C'est cette manière de les traiter qui fera que ça va être un échec. Bien évidemment, par rapport aux 314 partis politiques qu'il existe, il va gagner quelques-uns. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que sur le petit parti du PADEC, il y a eu quelques personnes ici qui sont venues avec lui. Et ça a beaucoup fait rire Maître Momo de voir également que il y a aussi quelqu'un qui vient chercher ses propres candidats. Donc vous voyez dans quel état de désarroi il se trouve, et je ne pense pas qu'il va réussir. Bon, sur les primaires, je vais rester avec vous. Georges Sémé, Maurice Kamto dit il ne sait pas qui va être électeur. Moi, je pense que l'opposition n'a pas besoin de primaires pour trouver un chef de file qui représentera cette coalition. Il suffit. C'est une mauvaise façon de faire. C'est un procédé politique, mais je crois qu'en l'état actuel, on peut toujours expérimenter ça d'une fois. En l'état actuel du temps politique, les primaires rallongeront plutôt les procédures. On peut s'asseoir, trouver un modus vivendi
un accord et désigner un chef de file de cette coalition. Ce sera plus léger. Et je pense que... Désigner comment? Désigner autour d'un consensus, Oui. autour d'un consensus sans passer par les primaires. Parce que passer par les primaires, ça veut dire un processus lourd, des joutes, des discussions qui prendront peut-être un mois. Et en attendant, le candidat du RDPC... Donc c'est tard pour les primaires? C'est déjà tard. Il y a une inconcomitance temporelle déjà. Et un modus vivendi ou bien un accord qui pourrait se faire en 2 semaines, rapidement en 2 semaines, je crois que mettra l'opposition en orbite face au candidat du RDPC. Mais je pense que techniquement, il est très difficile pour cette opposition de se rassembler autour d'un candidat. On attend, moi je suis déjà impatient d'attendre que M. Kamto nous présente les membres de cette coalition le 9, parce que on espère que ce sera peut-être l'UPC de Mme Abiba Issa, qui est quand même un parti qui pèse sur l'échiquier politique national. On espère que ce sera l'UDC de Lamou Dandoya, et pourquoi pas non, pas le PURS, j'ai mes notes ici. Pourquoi pas le SDF, voilà, qui est quand même le premier parti d'opposition. On espère que ce sera ça. On espère que ce sera ça. Si ce n'est pas comme ça, il faut procéder par l'élimination. Si ce n'est pas comme ça, si M. Kamto vient nous présenter donc des partis comme le FUC de Jean Dioga, ou alors l'UFDC d'Amidi Biélé, je crois que ce sera peine perdue, et la coalition là ne fera que pchit, comme l'a dit le président Chirac à une certaine époque. Donc l'idée est très bonne de se coaliser, mais est-ce que c'est techniquement possible? Est-ce qu'on ne perdra pas trop de temps à passer par des primaires? Est-ce que M. Kamto a cette légitimité politique pour rassembler les ténors politiques de ce pays autour d'une coalition? Ça, vraiment, c'est une autre paire de manches. Bon, Jean-Sémé a parlé d'Abiba, de l'UPC tout à l'heure. Elle aussi, elle a entamé des discussions pour une coalition. Oui, elle a entamé des discussions. Je pense donc, que coalition dans la coalition. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais je sais quand même qu'il y aura quelques coalitions avant le 7 octobre. Mais il ne faut pas croire que seule la coalition de l'opposition peut détrôner Paul Biya. Ça aussi, il ne faut pas en faire une fixation. Oui. J'ai dit les candidats tels qu'ils sont là. Indépendants. Non, les candidats qui sont là, ils peuvent battre le candidat de la coalition présidentielle. Ah oui? Déjà, lorsque vous regardez dans les bastions du RDPC, que ce soit les régions de l'extrême nord, de l'est, du centre et du sud, il y a des fissures, des populations avec leurs élites et avec la politique menée par ce gouvernement. Comment vous ne pouvez pas penser que, d'abord même au sein du comité central qui ne s'est pas réuni depuis le dernier congrès, et même donc, les gars n'ont pas, on a vu sur les plateaux de télévision, on vous en avait reçu d'ailleurs, le Saint-Éloi Bidoum, en plein cœur de Yaoundé, le délégué de gouvernement est en porte-à-faux avec la mairie de Yaoundé 6, vous dites, vous, on ne veut plus. Bon, voilà. Donc, il faut enlever également cette idée, parce qu'on voudrait, et ça démobilise, on vous dit, puisque l'opposition camerounaise n'arrive pas à s'entendre, donc le président Paul Biya va reprendre. Ce n'est pas vrai. Il faut sortir de ce schéma-là. Parce que quelqu'un peut sortir, il a fait une bonne campagne, il bat le cabinet avec ce qui se passe d'ailleurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou même dans la coalition présidentielle, les militants de l'UNDP ont demandé des comptes à leur président Benoît Bouba. Donc, il ne faut pas se leurrer. Moi, je ne suis pas fixé sur la coalition. Si l'opposition, elle est d'ailleurs nébuleuse, si l'opposition ne coalise pas, Paul Biya va gagner nécessairement, non. Encore que lui, je pourrais même pas penser que si sa candidature est retenue, la même opposition peut même demander qu'on invalide sa candidature. La candidature de Paul Biya? Oui. Ah oui. Bon. Oui, il a raison, j'ai un avocat. L'article 7 de la Constitution, alinéa 4, dit que le président de la République ne peut plus exercer notre fonction publique élective. Oui. Il est président de la République, il est président du RDPC. Moi, je pense que beaucoup de juristes sont d'ailleurs candidats. Oui. Dès que l'ECAM va valider les candidats, et si on valide la candidature du président Biya,
Là, il faudrait qu'un candidat saisisse le Conseil constitutionnel pour Donc, nous Maurice dire... Kamto, qui est président de son parti, Quand il est président de la République, il doit démissionner. C'est un débat qui existe depuis. C'est un vrai débat, mais il existe depuis que les élections présidentielles existent. On a un avocat ici, 1982, un brillant universitaire, je cite Olinga. Bon, vous l'avez dit. Non, j'ajoute un autre pour terminer. Sylvain Tchokoga. Professeur Olinga a d'ailleurs dit que Paul Biya n'allait pas, même s'il modifiait la constitution, il ne devait pas être candidat, parce que sur la base d'un serment, Voilà, il ne devrait plus être candidat. Donc, Sylvain Tchokoga, Bombok a dit des choses. Il pense que les candidats, pris séparément, peuvent faire plier Paul Biya. Ça... Sans se mettre ensemble. Vous y croyez, vous? Très compliqué. Sauf que, pourquoi? Maintenant, il faut bien qu'on comprenne que les raisons qui ne peuvent pas garantir une victoire à un candidat unique ou bien à un candidat indépendant face au RDPC, qui est un parti qui est structurellement organisé, qui est dans la logique de la bataille politique. Alors, le problème de l'opposition, c'est l'absence de la mobilisation. Ça, c'est un problème fondamental. Le problème de l'opposition, c'est la transhumance politique. Ça veut dire que celui sur qui vous comptez dans un bastion aujourd'hui en tant que président d'un parti d'opposition à l'extrême nord, à la veille d'une élection, va se retrouver en train de déjeuner avec son challenger en face. C'est ça c'est ça les deux éléments qui fragilisent l'organisation. Parce que faire la politique, ça veut dire qu'on est des ennemis. Ce n'est pas une affaire d'ennemis. Le militantisme demande une certaine fidélité, demande une certaine vision, demande une certaine organisation. Mais on ne retrouve pas ça du jour au lendemain dans l'opposition. La preuve, quand Josema a essayé d'évoquer le nom de certains partis d'opposition que Maurice Kamto pouvait fédérer, Mbombo a dit le plus, il ne peut pas dire oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une certitude que le 7, il n'y aura pas une transhumance qui va faire que le patron ou alors le président national du PUS va vous garantir cette coalition-là à 100%. C'est pourquoi j'ai dit l'absence du militantisme et de la fidélité à l'idéologie des partis de l'opposition aujourd'hui est le véritable facteur de leur démobilisation, qui est tout le contraire au RDPC, qui, eux, ils vont en rang serré, en rang de bataille, même si vous estimez que 36 ans, ça tue à l'ouest, ça tue au nord, ça tue au sud-ouest, ça tue au nord-ouest, mais ça n'empêche aux militants du RDPC de défendre l'idéologie qui les a portés. Donc vous ne voyez pas la transhumance de l'administration publique au sein du RDPC. Ça, vous ne voyez pas? Je voulais dire 30 secondes par rapport à ce qu'a dit Bombok tout à l'heure. Et la réflexion, semble-t-il, de M. Olinga, en disant que les fonctions électives, c'est toutes les fonctions. Il faudrait savoir, en droit, il y a ce qu'on appelle l'interprétation littérale d'un terme, l'interprétation littéraire et l'interprétation jurisprudentielle d'un texte. Parce que qu'est-ce qu'on appelle fonction élective? Si vous vous retrouvez en même temps leader d'un parti politique et président de votre club de Songo ou bien celui de Damier, vous avez été élu président du club de Damier. C'est une fonction élective. Non, c'est une fonction élective. Ce n'est pas un État. La fonction du RDPC, du parti politique, c'est une association au point de vue de l'analyse. Donc, vous êtes président d'une association de joueurs de Damier. On ne va pas dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas être président de la République. Donc, il faudrait que la Cour constitutionnelle puisse se réunir, quand vous posiez cette question à la Cour constitutionnelle. Je peux vous dire ici que vous allez être débouté de votre action. Donc, ça fait, à mon avis, plusieurs années qu'on en parle, d'ailleurs, mais là, ça fait peut-être plus de, à moins de l'oublier, ça fait une quarantaine d'années que ce problème est toujours soulevé,
on dit, ah oui, pourquoi il est en même temps président du parti? Parce que les statuts... 56 ans. Non, parce que les dispositions du parti, l'article 27 notamment, dit que c'est le président du parti qui est le candidat, le candidat du parti. Donc ça veut dire que en ce moment-là, les dispositions même des statuts du RDPC seraient totalement illégales. Voilà. Et à ce moment-là, on va rentrer dans un cercle. Merci, cher monsieur. Depuis 1985. Nous allons faire un tour du côté de la rédaction avec Cédric Noufélé. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà l'actualité phare aujourd'hui, hein, l'essentiel de votre 20h en 2 ou 3 escales. Vous allez apprécier les conditions de vie des populations ayant fui les exactions des bandes armées séparatistes dans les régions anglophones, alors qu'elles viennent de recevoir la première assistance humanitaire gouvernementale à Douala. Les politiques se prononcent ce soir sur les modalités d'organisation de la conférence anglophone générale. Vous allez comprendre pourquoi certains membres du gouvernement sont réticents à l'idée de cette conférence prévue initialement à la fin du mois d'août 2018. Nous ferons également le point sur ces actes de corruption qui se multiplient sur les axes routiers à la suite de cette bavure attribuée à un homme en tenue, lequel a tiré à bout portant sur un transporteur routier. Aujourd'hui, ses collègues lèvent un pan de voile sur les abus d'autorité et arnaques subies sur les axes routiers au Cameroun. Nous évoquerons également ces différentes mesures de suspension des agences de transport interurbain dans la capitale économique du Cameroun. Et tous ces sujets brûlants d'actualité seront commentés ce soir par le professeur Maurice Kamto, candidat déclaré du MRC à l'élection présidentielle. Il est l'invité politique du 20h. Serge Alain. Voilà l'essentiel dans le développement de tous ces titres. Dans un instant, dans le journal de Cédric Noufélé, quant à moi, je vais retrouver mes experts pour le débrief. A tout de suite. Plateau Equinoxois, toujours en compagnie de nos experts. Je vais commencer par vous, une fois de plus, Georges Sémé, Maurice Kamto qui dit il n'y aura jamais de candidature, candidat unique de l'opposition, parce que le gouvernement va toujours susciter une autre candidature. Écoutez, on a religieusement suivi le professeur Kamto et je sors de cette écoute assez perplexe parce que il a engagé des démarches pour mettre sur pied cette coalition et il a dit que les démarches étaient assez avancées à certains partis qui ont adhéré à son idée et il y en a d'autres qui sont réticents. Et ensuite, il dit qu'il est difficile de mettre sur pied cette coalition et après, il dit qu'il est impossible. Donc, je sors tout à fait confus face à ces déclarations de Maurice Kamto. Mais je crois qu'il a déjà eu quand même cette bonne idée de soumettre à tous les partis politiques, même ceux qui sont déjà des partenaires politiques du RDPC, de se coaliser autour d'une plateforme d'opposition unique. C'est une bonne idée, mais je crois qu'il y a quand même des contradictions dans son discours et on attend déjà vivement qu'il nous dise toute la vérité sur ce qu'il en est de ces démarches au soir du 8 août, où la liste finale des candidats à la présidentielle sera dévoilée. Confus vous aussi, Maître Pincy? Moi, je ne suis pas déçu, il est égal à lui-même. Confus? Non, il n'a rien apporté. J'ai écouté pendant une demi-heure du verbiage. Tout le discours de Kamto, il n'a fait aucune proposition. Et il paraît que c'est quelqu'un qui est sourd et muet. Parce que il faut savoir que sur toutes les propositions qu'il a faites, en disant d'envoyer des gens en Nord-Ouest pour discuter avec les populations, le Premier ministre était, le secrétaire général du parti était, des personnalités ressources sont parties. Le gouvernement a envoyé des personnes. Et surtout, quand il dit qu'on a rejeté en bloc les déclarations du candidat de Toulouse, c'est faux. Oui. Le gouvernement a accepté des principes, mais a émis des réserves sur les conditionnalités. Le ministre Tiroma a dit que toutes les initiatives sont les bienvenues. C'est ce que le ministre Tiroma a dit. C'est ce que lui a dit. Donc vous voyez la mauvaise foi de Maurice Kamto qui vient ici avec une arrogance terrible. Et il vient dans un plateau, il voit un confrère plus ancien que lui, il passe. Non, c'est des mauvaises habitudes. C'est cette arrogance
de Non. Kanto que les Camerounais n'aiment pas. Maître Pelsi, les téléspectateurs n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé ici, Maître Pelsi. Ça, c'est notre cuisine interne, Maître Pelsi. Non, il faut le dire. Il est impoli. Il voit très bien que il ne veut pas que Kabal Libi, il ne peut pas aller parce que c'était un ancien étudiant. Donc lui, Maurice Kamto, il ne peut pas. Il se prend déjà pour le président. Tout le monde doit s'aligner derrière lui. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. C'est cette arrogance de ce personnage qui n'a rien proposé en une demi-heure. En une demi-heure, qu'on vous offre, combien de minutes ça fait au niveau de la publicité pour votre parti? Moi je l'ai écouté et je sors très déçu. Quand il dit, par exemple, que lui va envoyer une mission, hein, il va envoyer les gens une mission de paix. Les missions sont parties, il va toujours faire, il a pris des mesures d'accompagnement, il ne dit pas lesquelles. Tout ce qu'il a dit là, c'est tout simplement ce qu'on appelle en français du verbiage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle bien français, qui a l'air très poli, mais qui au fond ne dit rien. Ça n'intéresse pas les Camerounais. Les Camerounais voudraient quelqu'un qui soit concret dans les mesures et comment il doit travailler. Et c'est cela. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'il a eu très peur de prononcer le nom du président Biya, parce que, et je vous le dis pourquoi, s'il vit, c'est grâce au président Biya. Le président Biya n'a fait que le payer grassement. Il a reçu 150 millions dans l'affaire au niveau, avec un ciment au niveau du Sirdi. Il a reçu beaucoup d'argent, près de 90 millions dans des dossiers pour faire des textes que lui-même, il est ministre délégué. Il a reçu encore d'autres fonds pour faire Bakassi. Sa femme même est inspecteur général et peut-être même membre du parti RDPC. Voilà des contradictions dans lesquelles les Camerounais voient que ce monsieur-là, qui doit tout au président Paul Biya, vient à la télévision et voudrait que l'opposition qui est là depuis des années, hein, et qui se bat, vienne se coaliser devant quelqu'un qui a travaillé de gouvernement jusqu'à ces dernières années. C'est pour ça qu'il ne passe pas. Et il passe très mal. Mbamba Mbegane, je vais revenir sur cette déclaration de Maurice Kamto. Ma première sortie en tant que troisième président de la République du Cameroun sera dans les régions nord-ouest et sud-ouest. À aucun moment, Maurice Kamto n'a parlé de la campagne. Pour être élu, il faut aller battre campagne. Est-ce qu'il a pensé aller battre campagne dans ces régions-là? Moi, je me serais attendu Il ira là-bas seulement lorsqu'il sera président de la République? Justement, encore que ces populations-là auront du mal à participer au vote. J'attendais qu'ils disent un mot sur les déplacés internes et externes. Il y en a qui on parle déjà de 60 000 au Nigeria. Et sur le plan interne, d'abord, le reportage nous a montré des gens qui sont au PK 27 là-bas. On ne va pas déplacer les bureaux de vote vers eux, parce qu'ils sont inscrits dans des régions où ils sont. Donc, je ne comprends pas. Il faudrait vraiment, les anges et les saints du ciel vont se réunir et vont débrayer le chemin pour que les prochains candidats aillent là-bas. Du moins, j'attends son programme, mais pour le moment, je n'ai compris pas grand-chose sur, j'allais dire, les missions de paix et de rapprochement du Camerounais. Sylvain Tchokoga, vous aussi un commentaire sur le passage? Un passage, il faut avouer que dans le cadre de nos travaux, parce que je disais à l'entente que je prends la parole ici en tant que président d'ANU au Cameroun, nous n'avons jusqu'ici, depuis que nous discutons avec tous les leaders de l'opposition, nous avons toujours eu le sentiment que Maurice Kamto, j'ai envie de faire un peu comme lui, Maître Pelsi, pour ne pas prononcer son nom, parce qu'il a été véritablement désagréable. Pour nous qui travaillons pour l'avenir, pour nous qui travaillons pour la pérennisation de l'existence de la citoyenneté du Cameroun. Un citoyen, c'est celui-là qui prend d'abord, qui prête attention aux autres. Et avec ce que nous avons vu, ceci nous permet en mes consciences de dire que, je le disais aujourd'hui, c'est lui qui a fait bien de dire tout à l'heure que il est question pour les Camerounais de choisir un candidat selon son offre politique. Et je pense que la dimension la plus importante dans cette offre politique aujourd'hui, selon l'air du temps, c'est ce que vous proposez pour permettre aux Camerounais de continuer à vivre ensemble de façon dans l'harmonie. Alors, je constate aussi que
Maurice Kamto fait du rétropédalage, il n'a pas de précision sur les éléments politiques dont on l'attend là-dessus. Voilà, il parle, il dit pouvoir avoir des solutions qui pourront mettre fin à la crise anglophone, mais il sort d'une interview il sort d'une interview aussi attendue comme celui-ci, sans toutefois préciser. Cela veut dire qu'il connaît des propositions, et ceci plus loin veut démontrer qu'il ne connaît même pas les régions anglophones, parce que la simple modestie politique voudrait au moins qu'ils prennent conscience déjà, comme le disait, de pouvoir nous donner des éléments qui puissent garantir les citoyens camerounais dans ces deux régions qui pourront aller voter le 7 octobre. Il ne l'a pas fait. Et voilà quelqu'un qui vous dit, je rendrai public un communiqué officiel sur ma démarche pour une coalition politique. Et il vous dit dans la même émission que j'ai toujours dit qu'il n'y aura pas de candidat unique de l'opposition. Alors, ces gens-là autour, dites-le moi, nous qui pensons que aujourd'hui, lui, nous avons dit, les défaillances, la fragilité de l'opposition, c'est la capacité à la mobilisation. C'est le manque de vision, le manque d'organisation, le manque de structuration. Alors, comment Maurice Kamto pense pouvoir gagner une élection face à un système dont lui-même est un produit, dont il était question aujourd'hui, parce qu'il faut dire, Serge Alain, que j'ai suivi dans le journal le 20h tout à l'heure, le professeur Abbé qui disait, Jean-Baptiste Sipa, qui disait que c'est la population qui est le patron de la République. Absolument. Alors nous disons ceci, pour aller au marché, vous devez avoir une marchandise. Et pour vendre cette marchandise, vous devez présenter les garanties, l'assurance à l'acheteur ou alors au client. Et dans le cas d'espèce, la marchandise qu'on nous présente, jusqu'ici, nous disons, ne présente aucune assurance, aucune garantie. Ce n'est pas le jour du marché que vous allez inventer le miracle autour de votre produit pour dire que ce n'est pas... l'opposition, y compris le candidat Kamto, vient de démontrer qu'il est compliqué de gagner une élection sans être structuré, sans être organisé. Voilà. On s'attendrait au moins qu'au sorti d'ici, qu'il nous donne des éléments factuels pour la gouvernance sociale. Surtout qu'il a parlé de la régionalisation. Alors, il a donné un certain nombre de choses. Il a dit que le gouvernement est resté à la sourde oreille. Il a dit qu'il fera une mission de paix, une mission humanitaire. À l'état actuel des choses, tous ces éléments ont déjà été proposés par le gouvernement actuel. Le plan spécial d'urgence humanitaire rentre dans cette logique. Et plus ou moins, a même une commission ad hoc. Et c'est dans cette commission ad hoc, il a annoncé également une délégation politique. Donc dans cette commission ad hoc, il y a une délégation politique. Merci Sylvain Tchokoga. Je vais qu'on sorte par là. On a suivi le professeur Claude Abbé. Il parle sur ce débat sur la conférence générale des anglophones. Il parle du monopole de l'initiative. Ça fait problème. C'est le fait que l'initiative ne vienne pas du gouvernement. C'est ça qui coince un peu les choses. Maître Pensi? Non, le gouvernement a dit que toutes les initiatives sont bonnes. Ce sont les préalables qui ne sont pas bonnes. Oui. Ça c'est les préalables. Comment voulez-vous demander? C'est le feu et... C'est le feu et libérer tous ceux qui ont assassiné les populations, qui ont tué les gendarmes. Mais tout à l'heure, l'invité de Cédric Noufélé, c'était pas trop ça. Hein? Non, mais je vous assure, c'était quelque chose de grave. Vous tuez la totalité des gendarmes. Les gendarmes qui vont voir la personne qui va venir vous narguer, qui va aller signer les accords avec les autorités, ça va être comment? Les gendarmes vont se rebeller. Cette situation va entraîner un chaos totalement général. Vous avez assassiné les gens et vous venez non seulement rigoler, alors vous volez l'argent, vous venez, vous libérez les prisonniers, vous tuez tous les gens qui sont là. Regardez ces populations, comment elles souffrent. Et ça, c'est ça qui est un État, c'est un État qui est régalien. Tous ceux qui ont fait le droit commun, ils doivent être sanctionnés. C'est la loi.
C'est comme ça que fonctionne une république. Moi, je veux bien que les Il n'y a gens... pas l'amnistie, vous ne voyez pas? L'amnistie peut venir après. Oui. Après qu'ils aient été culpabilité, pris. oui, voilà. L'amnistie a été faite, même, je dis, en Colombie, avec les FARC qui ont tué 300 000 personnes. Mais ils ont déposé les armes, oui. et après ils sont venus signer des accords. Or ici, vous avez quelques voyous qui ne veulent même pas entendre de rien du tout et qui en ont fait. Et le professeur Abbé en a parlé, leur commerce, et qui ne veulent pas Ouais, ça. ouais, notamment l'industrie de la Donc guerre. l'État camerounais ne peut pas baisser les bras, contrairement à ce qu'a dit Dieudonné Somba, a écrit également un article que vraiment, ça m'a étonné de lui, en disant que l'État va perdre tout l'argent à poursuivre ces anglophones, par conséquent il faut faire la paix. Non, quand vous avez un État, la loi existe, il y a des détenus de droit commun, il y a des voleurs de droit commun, il y a les assassins. Mais Maître Pensy, le problème c'est que pendant ce temps, là, les deux camps se radicalisent. Non, les deux camps se Et les pertes sont là en vie humaine, ça continue. Le gouvernement doit tout faire. Il doit d'ailleurs utiliser d'autres méthodes. Il faut des drones, il faut utiliser des satellites pour pouvoir combattre ces populations. C'est comme ça que nous avons combattu contre Boko Haram. Cette arsenal existe déjà. Oui, mais non, on ne l'utilise pas. Déjà. Parce qu'en fait, quand on vous dit les gens sont en brousse, mais être en brousse actuellement, ça ne veut rien dire. Donc il faut utiliser tous ces moyens qu'on a utilisés à l'extrême nord pour pouvoir combattre ces bandits et les éradiquer. Ce n'est plus maintenant que les gens sont en brousse, on ne les trouve pas. Avec les drones, maintenant avec les infrarouges, on peut les trouver et à ce moment-là, il faut les punir. Quand on va les punir, quand on va avoir la paix à l'intérieur, à ce moment-là, il y a des gens qui sont peut-être des sécessionnistes, mais qui sont des politiques avec lesquels il y aura une plateforme. Monseigneur Toumi, à mon avis, n'aurait pas dû poser des préalables. Il allait d'aller dire, nous allons faire une réunion de All England anglophone pour trouver ceux qui feront partie des délégations pour discuter avec le gouvernement. Et quand ils seront dans la discussion en interne avec le gouvernement, il va poser toutes ces questions, même celles-là qui concernent peut-être l'amnistie future. Mais il a mal fait et c'est pour ça qu'on le combat. Mais on ne refuse pas l'idée de ce cardinal qui est quelqu'un qui aime son pays, même si c'est un opposant historique qui est pour le fédéralisme dont le gouvernement ne veut pas entendre parler. Maman Mégane, Non, le cardinal n'aurait pas dû mettre ces deux préalables? D'abord, il a précisé le préalable. Il a dit ceux dont la loi permet de libérer. Oui. En fait, ce qu'il n'a pas dit et que je comprends, je peux me tromper, c'est qu'il y en a qui sont détenus pour rien. Et ceux qui ont commis, comme dit Maître, qui ont commis des exactions avérées, qu'on les maintienne. C'est pour cette raison que la première libération d'ailleurs a causé problème. A causé problème. Donc, il est établi qu'il y en a qui n'ont rien fait, qu'on les libère. C'est tout. Et là, le reste, je pense que ça va décrisper l'atmosphère et la situation va continuer. Jean Sémé, et sur le cessez-le-feu, il y a aussi, écoutez, ça coince de ce côté-là aussi. Mais je crois que nous sommes unanimes d'abord sur L'idée. les préalables de libération. Je crois que nous sommes tous unanimes ici que il faut dire d'abord le droit avant de penser à une éventuelle libération. Oui. Et sur le cessez-le-feu? Et maintenant sur le cessez-le-feu, je pense que il faut que les deux parties prennent langue. Parce que le cessez-le-feu n'est pas seulement du côté de la sécession, mais également du côté gouvernemental qui a plus de puissance de feu que l'autre camp. Oui. Donc il faut que ces deux parties acceptent non seulement de cesser le feu, mais également de se cantonner, de se retrancher, de quitter les lignes de front afin de permettre à une éventuelle mobilisation de l'armée paix. dans les casernes, c'est ça? Non, pas dans les casernes, mais il faut séparer les lignes de front d'abord, afin de permettre à ceux qui devraient se mobiliser pour une mission de bons offices de se déployer sur le terrain. Ce n'est que à ce niveau-là que cette conférence générale anglophone pourra réussir. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des préalables de M. Toumi en ce qui concerne la libération, M. Toumi n'a jamais, le cardinal Toumi n'a jamais dit qu'il faut une libération sans concession. Une libération peut également dire qu'on les libère après punition et on prend une loi d'amnistie pour les libérer. Donc je crois que c'est assez subtil et on devrait faire très attention à ce type d'interprétation. Voilà, merci monsieur d'être venu. Merci Maître Pensy. Bonsoir. Merci, mais je voudrais quand même ajouter une chose. Quelque chose. L'armée ne peut pas quitter toute une région ni les forces de l'ordre. Ok, C'est on vous a compris. absolument Mais l'armée a des casernes. et Mais des je dis brigades, que l'armée doit gendarmerie. être là, mais quand on va s'entendre, à ce moment-là, ça ne va plus être une armée C'est de pour ça que j'ai guerre. parlé des mais lignes de avec front. Ok, Donc, voilà. pas un retour dans les casernes. Merci Mbamba Mégane. Merci beaucoup. Merci. Sylvain Tchogoba, bonsoir.
Merci, on vous remercie de nous avoir associés à ce brillant plateau. Et pour ajouter quelque chose, le niveau de déshumanisation dans ces deux régions demande simplement que les deux parties prennent conscience, parce que nous l'avons dit, et que définitivement que nous allons vers un Cameroun dont sa diversité est une puissance. Ok. Merci à vous également, Georges. Je vous en prie, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Voilà, madame, monsieur, c'était Kinossoir, rediffusion 23h GMT, minuit à Yabassi. Bonsoir.